bonjour et bienvenue. Bonjour, quelle belle énergie, Stella. Merci. Est-ce que Serge Plane nous a rejoint en visio? Intervenant. Exactement, le directeur. Est-ce qu'il est là? Oui, je crois qu'il n'est pas très loin. Voilà, Serge Plane, le directeur des recherches du CNRS. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. On peut au moins faire ça. Il me semble, Rachel, que vous le connaissez bien. Voilà, et il est en direct des Marquises, où il s'intéresse au venin extrêmement puissant des cônes marins, dont il espère percer les secrets et tirer des molécules d'intérêt thérapeutique. Mais il est là aujourd'hui parce qu'il est directeur du centre de recherche, du centre d'excellence en fait sur les récifs coralliens. Et il va nous aider à faire un état des lieux de ces coraux si précieux, de leur déclin, et évoquer également ce qu'il est possible de faire pour les préserver. Serge Plane, c'est à vous. Vous avez 15 minutes parce que j'aimerais que vous ayez 5 minutes d'échange avec le public. J'espère que vos questions seront nombreuses. Vous m'entendez? Si vous voulez bien, je vais vous passer quelques diapositives pour vous parler des récifs coralliens. Et je vous remercie donc d'avoir été patient malgré ces bugs informatiques. Et si vous pouvez me passer la première diapositive, s'il vous plaît. Donc voilà, donc je vais vous parler des récifs coralliens et du contexte des récifs coralliens dans le cadre finalement du changement climatique et principalement, je dirais, dans le cadre de l'augmentation de la température. Donc les récifs coralliens, diapositive suivante s'il vous plaît, c'est un écosystème au niveau de l'océan qui est essentiel. Diapositive suivante s'il vous plaît. Ah non, ça c'est pas la mienne. Ça c'est pas ma présentation, merci. Allez, on va y arriver, c'est pas bien grave. Voilà, donc c'est à peu près 0,2% de la surface des océans, mais c'est 25% de la biodiversité, ou de la macrobiodiversité. Je vais mettre de côté ici tout ce qui est microbiodiversité, tout ce qui est bactéries et autres. Ça veut dire que vous avez une espèce sur 4 qui vit dans cette zone et qui représente 0,2% des océans. Donc on est vraiment sur un enjeu en termes de biodiversité, dans un contexte où on a à peu près 1 milliard de personnes qui dépendent directement des récifs coralliens, que ce soit en termes de ressources alimentaires, que ce soit en termes de ressources financières et diverses. Et tout ça est supporté par finalement à peu près 1200-1400 espèces de coraux durs qu'on appelle, donc de coraux madrépораires, de ces coraux qui finalement vont construire le récif corallien. La petite suivante s'il vous plaît. Aujourd'hui malheureusement on entend beaucoup plus parler des récifs coralliens sous cette forme-là, sous cette forme blanche, ce qu'on appelle le blanchissement des récifs coralliens. Et aujourd'hui on a des écosystèmes comme celui-là des Grandes Barrières qui sont dévastés à plus de 91%, comme c'était le cas sur un dernier événement de blanchissement en Australie en 2022, donc tout récent. Lorsque vous avez un écosystème blanc comme celui-ci, il n'est pas beau, il n'est pas en bonne santé, certains le trouvent beau. Non, il est en train de mourir tout simplement parce que le corail vit à partir d'une symbiose et on a une rupture de cette symbiose et on a une mortalité derrière relativement importante. Diapositive suivante. Et les perspectives sont pas très bonnes, je dirais. Et alors quand je vous donnerai ces perspectives, c'est qu'aujourd'hui, les perspectives, c'est que avec une augmentation de plus 1,5, sachant qu'on est déjà à peu près à plus 1,2, 1,3 selon les estimations, à plus 2 degrés, eh bien c'est à peu près 70 à 90% des coraux qui vont disparaître sur la planète. Alors ça, c'est des perspectives de l'IPCC. Bon, ces perspectives sont plutôt inquiétantes. Mais les observations que l'on a aujourd'hui, elles vont dans ce sens. Diapositive suivante. Elles vont dans ce sens puisqu'elles montrent que les coraux sont en déclin. Diapositive suivante, oui. Les coraux sont en déclin, en gros, et ce déclin est directement dû, finalement, aux différentes périodes vagues de chaleur. Vous avez une vague de chaleur en 98, qui était plutôt un événement El Niño. Vous avez une vague de chaleur en 2010, qui est un événement El Niño. Mais depuis 2010, eh bien, on est dans une décroissance permanente. Diapositive suivante. Et cette décroissance permanente est due au fait que les vagues de chaleur se répètent et se répètent de façon plus récurrente. Et donc, vous ne laissez pas le temps au récif corallien de récupérer et d'être capable de récupérer. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette espèce d'escalier qui ne fait que diminuer. Et c'est directement dû, diapositive suivante, directement dû finalement au contexte climatique, puisque vous avez ici toutes les anomalies de température qui montrent bien que toutes les pertes de coraux sont directement associées effectivement à des anomalies de température de l'océan. Donc on est vraiment dans un lien direct finalement entre le réchauffement climatique et la perte de récifs coralliens, et malheureusement la situation n'est pas forcément encourageante. Et à l'échelle, et on retrouve la diapositive suivante, et on retrouve cela à l'échelle globale. Alors
je ne voudrais pas, et on le retrouve sur toutes les différentes régions. Alors je ne voudrais pas rester négatif et vous laisser avec cette impression négative, et je vais vous donner quelques raisons d'espoir. D'abord parce que moi je crois que rien n'est fini, et que je pense qu'on a aussi des possibilités de montrer. Alors les premières raisons de l'espoir, je dirais, diapositive suivante s'il vous plaît, c'est tout simplement dans la zone du sud-est asiatique, diapositive suivante, où on observe, et je vais un peu plus vite parce que vous m'avez demandé d'aller un peu vite, diapositive suivante, dans ce sud-est asiatique qui représente à peu près 30% des récifs coralliens. Vous voyez qu'ici, le recouvrement sur la courbe de gauche, l'évolution du recouvrement en corail vivant, de la pourcentage de corail, eh bien lui est plutôt en augmentation. Alors certes, en 2010, on a eu un événement également de déclin avec un blanchissement important, mais finalement, sur la période 1980 à 2020, donc 40 ans à peu près, eh bien, on n'a pas un déclin des récifs coralliens qu'on a pu observer à l'échelle globale. Et parallèlement à ça, on a effectivement plutôt une décroissance du recouvrement algal, qui est le vrai compétiteur, je dirais, du corail, lorsque l'on a un déclin des récifs coralliens. Donc, il y a des zones qui montrent clairement des capacités, je dirais, de résilience naturelle. Et pourtant, la diapositive suivante, cette zone n'est pas la zone qui est la meilleure, je dirais. Cette zone du sud-est asiatique, vous voyez, c'est la zone la plus peuplée au niveau population humaine, c'est la zone qui est probablement la plus chaude également, puisqu'on est au niveau de la mer de Chine, et qui est une zone relativement fermée et relativement chaude. Et finalement, on peut se poser la question, dans ce contexte-là, quels sont les mécanismes qui font qu'on n'a pas ces pertes de récifs coralliens comme on peut avoir dans le reste du monde. Alors ces raisons-là peuvent être tout simplement parce que c'est aussi la zone où on a la plus forte diversité corallienne, donc là, ça peut être une raison de résilience. C'est aussi la zone où on a, je dirais, les plus fortes températures, mais depuis longtemps. Et donc peut-être que c'est aussi un endroit où il y en a eu une adaptation qui s'est faite, je dirais, à ces conditions climatiques, je dirais, plus chaudes que l'on observe maintenant un peu partout dans le monde. Donc certes, il y a clairement des raisons d'espérer, avec évidemment l'inquiétude de savoir si d'autres régions pourront s'adapter de façon similaire. Mais il y a d'autres raisons d'espoir. D'autres raisons, la petite suivante, eh bien c'est simplement que les coraux sont résilients par nature. Là, vous avez l'évolution sur 50 ans des récifs coralliens à Moorea, dans l'île que je connais bien, en Polynésie française. Et vous voyez, on a eu des pertes dues à des cyclones, dues à des blanchissements, et on récupère. Et on a eu des pertes de nouveau, et on récupère. On a eu des pertes de nouveau, et on récupère. Le récif est par nature résilient. Le récif corallien est par nature résilient. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de temps pour que cette résilience se mette en place. Et vous voyez, ces périodes de temps, c'est 6, 7, 8 ans, certaines évaluées jusqu'à une dizaine d'années. Si vous avez un événement catastrophique entre dans ce pas de temps, et bien là, vous n'avez pas le temps, vous ne laissez pas le temps au récif corallien de récupérer, et donc vous avez une perte de résilience. Mais il y a quand même une capacité de ce récif corallien à résilier. Et diapositive suivante. Et enfin, d'autres raisons d'espoir, c'est qu'on observe aussi de nos jours de plus en plus de ce qu'on appelle des oasis. Des oasis, c'est-à-dire des zones dans un récif corallien où, clairement, depuis en gros une vingtaine, une trentaine d'années, ils n'ont jamais été impactés par des périodes de réchauffement. C'est la diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc, ils n'ont jamais été impactés par ces événements coralliens. Là, vous avez par exemple un récif corallien avec des coraux, je dirais, qui sont clairement avec des massifs coralliens qui ont clairement plus de 30 ou 40 ans et sur lequel, eh bien, il y a clairement 100% de recouvrement vivant en corail vivant. Et donc, clairement, on n'a pas eu d'impact du changement climatique. Donc, tout ça, et des événements de réchauffement. Donc, tout ça laisse à espérer qu'il y a des mécanismes de résilience naturelle, et c'est vraiment dans ces mécanismes maintenant qu'il faut travailler. Mais il ne faut pas que travailler dans ces mécanismes. Diapositive suivant. Et l'objectif sur lequel on travaille, et beaucoup de scientifiques maintenant travaillent, c'est diapositive suivante, c'est finalement de travailler sur cet état de décroissance. Vous avez à gauche finalement la courbe actuelle, c'est-à-dire que vous avez un événement de blanchissement ou un stress, une diminution du récif corallien, de l'état du récif corallien, une résilience qui se met en place avec une récupération, et puis un deuxième événement qui arrive plus tôt, plus vite, et puis à chaque fois, vous avez les niveaux d'état du récif corallien qui diminuent en termes de diversité, en termes d'état du récif corallien. L'objectif aujourd'hui, c'est de trouver des solutions qui vont, d'une part, permettre de réduire la décroissance au moment d'un événement, je dirais, catastrophique, et d'autre part, d'augmenter la vitesse de récupération. Ce n'est pas d'augmenter la récupération, mais d'augmenter la vitesse, pour que cette vitesse se fasse plus vite. Et donc, automatiquement, vous allez avoir un récif qui va revenir à un état, je dirais, initial, beaucoup plus rapidement. Et lorsque vous allez avoir une deuxième vague de chaleur, parce que des vagues de chaleur, on en aura,
c'est pas fini, on en aura encore là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas réellement malheureusement de surprise à attendre. Et donc pour que finalement le récif corallien puisse être plus résilient. Donc voilà un peu les bases. Alors c'est les solutions, diapositive suivante, et je terminerai là-dessus. Les solutions sont diverses, hein. C'est des solutions qui sont basées sur des solutions d'ingénierie, avec des questions de refroidir les zones coralliennes, avec des eaux profondes, des questions d'ombrager le récif, avec parfois, dans les périodes chaudes, la mise en place de nuages artificiels ou de pellicules sur la surface de l'eau, mais des solutions aussi basées sur la biologie, avec notamment d'assister, de faire de l'évolution, je dirais d'accélérer l'évolution pour réaliser ce qu'on appelle des super coraux, c'est-à-dire avec des croisements, de réaliser ce qui a été fait en agriculture, par exemple, de travailler sur la vigueur hybride et d'avoir donc des hybrides qui sont plus résistants, et puis des solutions qui sont basées sur gérer finalement au travers de réserves marines, au travers de la gestion de tout ce qui est bassin versant et impact du récif. Donc tout ça, ce sont des solutions qui sont à une échelle locale, donc qui sont intéressantes, qui ne résoudront pas actuellement la cause première. La cause première, c'est le réchauffement climatique. La cause première, c'est le réchauffement climatique qui entraîne le blanchissement. Mais l'objectif que l'on a, c'est finalement d'essayer de faire, si je pouvais le traduire simplement, des pansements pour permettre, je dirais, à cet écosystème de passer certains caps climatique et finalement de retrouver cet écosystème toujours aussi vivant et si possible toujours aussi diversifié. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, sera le plus gros challenge d'ici 50 ans de maintenant, quand peut-être, je dirais, l'homme aura résolu certains aspects sur le réchauffement et sur les émissions de carbone. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc il y a à la fois un contexte qui est plutôt alarmant, parce qu'on est vraiment dans un écosystème qui est probablement aujourd'hui un des écosystèmes les plus en danger, et à la fois un contexte qui laisse voir des possibilités, des solutions, et c'est cette partie-là que moi je souhaite mettre en avant, et surtout essayer d'engager les sociétés, que ce soit au niveau des acteurs publics, que ce soit au niveau des acteurs privés, que ce soit au niveau des acteurs associatifs et sociétals, mais d'engager dans cette idée que les solutions existent et qu'il faut essayer de les mettre en œuvre. Merci beaucoup, et désolé encore pour tous ces bugs informatiques. Pas de votre faute, merci. Ils sont pas tous d'une marque. Et là... Okay. All right.